Moi, je vais enchaîner sur... il y a des choses que je ne reprendrai pas, justement, parce que ça a été déjà dit. Ce que je voulais vous présenter là, c'était quelques éléments sur l'enseignement de la langue, dont je reparlerai de manière plus approfondie, plus détaillée, plus détaillée. Bon. Jeudi, quand on verra les livres, justement, je reviendrai avec des exemples, avec les livres à la main, sur comment donc, on enseigne, comment on apprend surtout la langue, notamment là, surtout sur les grammaires. Je pense que je vous parlerai des dictionnaires plutôt jeudi, comme ça allégera tout de suite la présentation. Et puis effectivement sur quelques caractéristiques linguistiques générales, donc je ne reviendrai pas sur des questions d'orthographe par exemple, qui sont les mêmes dans le manuscrit italien, partout ensuite, mais peut-être justement sur la néologie, un tout petit peu sur la néologie, surtout sur la syntaxe. Voilà, donc vous verrez que c'est pas si... il n'y a pas tant d'écart que ça finalement. Donc ce qu'on se permet... alors, quelques éléments sur l'enseignement de la langue. Je vous ai dit que dans la chronologie de l'histoire du latin moderne, on a une tendance qui se marque petit à petit à une uniformisation de la pratique de la langue parce que justement elle est générée par l'uniformisation de l'apprentissage. De l'apprentissage donc avec des modèles, un apprentissage très modélisé. On l'a vu donc modèle cicéronien qui est de plus en plus, qui se répand de plus en plus. Et parce que ce qui s'élargit aussi, c'est la diffusion de l'apprentissage par les collèges. Collèges jésuites ou non jésuites d'ailleurs, on focalise sur les collèges jésuites parce qu'il y a cet immense réseau dans toute l'Europe à partir du... Mais malgré tout, simplement à partir du milieu du XVe siècle, qui part de Messine jusqu'à... effectivement, il s'est mis sur toute l'Europe et même au-delà, puisqu'on les a en Nouvelle-France et ailleurs. Mais on peut aussi parler du phénomène justement d'autres collèges, le collège de Fresnes, à Paris, avant le collège jésuite, et puis des académies réformées. Et pour le coup, même si les programmes scolaires sont un petit peu différents, effectivement, dans les académies réformées, la place du grec est différente par rapport au collège, notamment au collège jésuite, mais l'enseignement de la langue elle-même, les modalités de l'apprentissage, même si la plupart des collèges ont leur, beaucoup de collèges ont leur propre, ou de réseaux de collèges, ont leur propre manuel. On sait que par exemple, la grammaire d'Alvarez, qui est un portugais, c'est la grammaire latine pour enseigner le latin dans les collèges jésuites, justement. Ils ont une sorte de base, un manuel de base en fait. Mais avant les collèges jésuites, il y a eu des quotaires dans les collèges français. Voilà. Même si les manuels peuvent être, j'allais dire, spécifiques au réseau d'enseignement, le contenu du manuel et la manière dont les manuels sont constitués est, j'allais dire, c'est pas absolument toujours le même partout, mais quand même, c'est très similaire. D'où, effectivement, l'architecture des études est également assez similaire. On tend vers, effectivement, le sommet de l'apprentissage. J'allais dire, c'est pas l'agrégation, c'est... on n'est pas encore à nos schémas, mais le sommet de l'apprentissage, c'est l'art oratoire et la théologie, la lecture théologique. Et ça, je veux dire, en gros, que vous soyez chez les protestants, on n'apprend pas la même chose. Il y a de la théologie en français, en vernaculaire chez les protestants, il n'y en a pas chez les jésuites. Mais bon, on apprend effectivement de la même façon. Et on apprend, j'allais dire, de la même façon au bout en haut, mais aussi au départ en bas. C'est-à-dire qu'il arrive un moment assez rapidement dans les années 1520, 1530, où même si les textes théoriques l'explicitent beaucoup plus tard, mais la matérialité des textes permet de le voir dès ces années-là, dans les petites classes, on apprend avec la langue vernaculaire. On apprend le latin avec le référent de la langue vernaculaire,
pour la bonne raison que sinon on ne peut pas, quoi. Hein, je veux dire, quand vous apprenez une langue de seconde, à un moment ou à un autre, c'est très bien les pédagogies le plus immersives possible, mais à un moment, il faut qu'il y ait le référentiel sur la langue première, parce que sinon ça coince. Hein. Voilà. Alors, on a ce lissage se fait effectivement par là. Et le rêve, et on a donc partout dans ces petites classes, parce que je vais commencer plutôt par là, justement ce rêve d'un apprentissage par immersion. Alors, on a des exemples que je pense en grande partie idéalisés et reconstitués, très ponctuels, et je pense probablement inopérants d'ailleurs, d'adultes qui repensent à leur enfance et qui expliquent effectivement comment ils ont appris le latin. Alors il y a deux cas connus, il y a le cas de Montaigne, dont effectivement après ce texte des essais où il explique comment effectivement son père, trouvant que ça coûtait trop d'apprendre le latin, coûtait au sens que ça coûtait trop de peine, d'apprendre le latin comme on l'apprenait dans les collèges. Alors, il faut situer ça, Montaigne et Henri Estienne dont je vais vous parler, c'est 1531, 1534, l'un et l'autre des dates de naissance. Donc il faut situer ça dans les années justement avant 1540, où ça coûtait trop de peine et que donc il prend ce précepteur allemand, qu'il met le gamin dans les bras, si je puis dire, pour lui parler latin tout le temps, partout, toute la journée, et en obligeant effectivement tout le monde autour à parler latin toute la journée. Okay. Mais comme on voit, on retrouve ce que j'essayais de dire tout à l'heure, cette situation orale, c'est une situation pédagogique. Et l'autre texte, effectivement, qui est un peu la même chose et à peu près la même période, et ce qui est intéressant dans un milieu sociologique complètement différent, c'est un texte d'Henri Estienne, alors qu'il, lui, le texte, il est de 1585, c'est-à-dire que c'est vraiment la reconstitution par Estienne d'une sorte de roman d'éducation, j'appelle ça un roman d'éducation, où Henri Estienne explique que dans l'atelier à la maison de son père, effectivement, tout le monde parlait latin tout le temps, qu'ils étaient obligés de parler latin, qu'avec cette frères étaient obligés de parler latin à leur père Robert Estienne, et que grâce à ça, effectivement, il y avait une pratique de l'oral. Les deux données sont à relativiser. L'une, Montaigne, parce que c'est à relativiser, par exemple, notamment après sur la pratique orale. On a des textes, on parlait de l'oral et de la prononciation, justement. Ces prononciations, là, la prononciation ecclésiastique, qui est restée la prononciation ecclésiastique, c'est celle des humanistes latins, des humanistes italiens. On a des textes, j'allais dire, totalement hilarants d'Erasme, dans le traité, le Directa Pronunciatione, et de Charles Estienne après. Erasme, donc au début, dans les années 20, et le traité de Charles Estienne, c'est les années 1540, où effectivement, ils expliquent l'un et l'autre, par des biais différents, qu'on a déjà, à cette époque-là, des prononciations nationales. C'est-à-dire que, comme on peut avoir des prononciations nationales du latin actuellement, les Italiens prononcent mieux, plus historiquement proches que ne le font. Et quand vous entendez des Allemands qui parlent le latin, quand on a appris en France, il y a le même décalage. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément, parce que chacun a au fond sa langue nationale et vernaculaire derrière. Et il y a des textes, le texte de Charles Estienne, et le texte d'Erasme aussi est très très drôle. Il explique que devant l'empereur, toute une série d'étrangers font des discours en latin, et que le français qui parlait en latin, l'italien a cru qu'il parlait en français. Voilà, parce que on combat, quoi. L'accent change tout. Parce que l'accent change tout. Et que 2 jours après, il arrive, il refait un super machin, tout le monde a compris, mais il explique après que c'est l'italien qui lui a fait le discours. Donc il y a l'accent et la manière de le dire. Donc il y a cette relativité-là. C'est-à-dire que, imaginons, transposer ça dans le récit de Montaigne et imaginez ce que veut dire, quel était le latin
que parlait le jeune Montaigne après avoir passé 5 ans immergé dans les bras de son précepteur germanique. Voilà, donc là, si vous voulez, on a effectivement voilà, des questions de pratique, dont on voit quand même encore des ponctualités, voilà, les choses sont vraiment très précises. Et pour les enfants Étienne, alors, on va commencer par le petit texte des Protocoles du Quartier. Alors, Henri Étienne explique donc lui qu'il n'y a pas de souci, tu donnes un latin, en fait, le témoignage sur cette maison Étienne, on le retrouve indirectement, parce que je suis certaine que Mathieu Récordier, qui est un ami de Robert Étienne et d'Henri Étienne, dans ce texte-là, parle en fait de la maison Étienne. C'est-à-dire que c'est corrélé. Bon. Donc on a un petit colloquie, une petite conversation entre deux jeunes. C'est le document outil d'apprentissage qui est numéro 30. Qui s'appelle Montanus et Eusebius. Alors je vous passe le petit chapeau du début, on va essayer de le lire comme ça là. Et c'est un petit dialogue pour commencer à apprendre notamment à dire son âge en latin. Quatana sabes. Quand vous comprenez plus, vous m'arrêtez là. Tant que ça va, Quatana sabes. Ouais, c'est facile. Très d'équilibre. Ut amatre akepi. C'est une bonne source, effectivement. Tuero, equidem non tot abeo. Contigitur, de est unus. C'est non de moi. Sunt ergo duodeci. In prompto est ratio. Le compte est bon, tout l'Asie. Et il y a encore un petit frère, vous allez voir. Set pater tuus, cutum agit anum. Donc vous voyez encore une manière de le dire autrement. Hein. C'est des textes qui travaillent la variatio aussi. Cutum quidais, iam latiner le quitur. À 5 ans, n'est-ce pas, il parle même pas 5 ans, parce que Quintum, ça va être la 4 passée, quoi. Bien latiner. Quid miraris? Semper habemus dobi, paedagogum, et doctum, et diligentem. Semper nos, latine loqui docet. Donc là, on est dans le même type de témoignage, on parle latin tout le temps à la maison. Ni gallicum effert, ni si, aliquid, declarandi causa. Alors, déclaratio, je vais vous en reparler du mot pour les controverses religieuses. On ne parle pas français, sauf quand il y a besoin d'expliquer quelque chose. C'est-à-dire, quand on n'a pas compris, mieux de passer par le français. Quinetiam, patrem, non audemus, nisse latine loqui. C'est pour ça que je vous dis que je suis sûre qu'on est dans la description de la maison Étienne. Avec notre père, on n'ose même pas parler. Bon. Quid agitis, alors, voilà, latine loqui. Bon. Nunquam egitur gallicae loquimini. Bon, comment vous savez-vous français s'il ne me parle jamais? Solum cum matre. Itque certa predamora cum illa nos ad femocari. On parle français avec les femmes, puisque avec sa mère, vous allez voir, c'est aussi avec les servantes. Quid agitis cum familia? Cum familia rabuses nobis sermo. Avec les serviteurs, donc, on n'a pas beaucoup de conversation. Et quidem tantum in transitu. C'est juste en passant. Tamen, famuli ipsi, nos latine allocontur. Donc là, on est de nouveau dans le schéma de Montaigne, hein, y compris ça a débordé, le latin a débordé. Alors, mais attention, famuli. Au masculin, et pour le coup, c'est un vrai masculin. Quid ancillae? Siquando usus postula tuteas alloquamur. C'est vraiment, il faut qu'on leur parle. Utimur sermone vernaculo. Ut solemus cum ipsa matre. Donc les femmes et les servantes, on parle français. O vos felices quitam diligentur docemini. Bon, et évidemment, on est dans un dialogue d'école, voilà, et chez les réformés, et chez les
exemple. Donc ça finit par est deo gratia, cuius domo patrem habemus, merci mon Dieu, nous avons un Père bien de nous. Je vous passe la fin. Bon. Enfin, sauf que tout à fait à la fin, on va y revenir. Vous regardez, ils sont en train de discuter dans la cour là, donc vous regardez les 2 dernières lignes. Cette quidegimus, iam odio recitari catalogos, ergo festinemus. Dépêchons. Recitari catalogos, je vais revenir par après. Alors, on voit bien effectivement comment ça fonctionne là. Mais là, on est dans le darro. Effectivement, c'est des cas vraiment très ponctuels, mais qui sont quand même, là, le texte est sociologiquement intéressant. Il y a quand même une langue, et la langue, la pratique orale de la langue, c'est une pratique pédagogique. Vous voyez bien qu'avec sa mère, avec la mère et avec les servantes, on parle français. L'autre pratique, effectivement, dans ces pédagogies d'immersion, c'est celle des anti-barbaries, des manuels qu'on appelle des anti-barbaries. C'est-à-dire comment ne pas... alors, j'ai un exemple de Mathieu Gordier également, qui a tout juste un pédagogue, il a encore écrit un anti-barbarie. Je vous ai juste donné un exemple pour vous rendre compte de comment ça fonctionne. Gordier a écrit un anti-barbarus. Dans les années 1530, enfin la première édition c'est 1533, mais donc là je vous ai mis une autre, qui s'appelle De Corruptis Harmonissima Latinae. Comment donc rendre meilleur le latin corrompu. C'est le texte qui est juste avant celui qu'on connaît pas. Donc il publie chez son ami Robert Etienne. C'est par thème, on a des formules, des séries de formules sur des sujets. Et ce qui est intéressant, c'est que sa première version, c'est une version pédagogiquement analytique. Donc vous voyez comment ça fonctionne. Il met le latin, et le latin qu'il entend, il explique dans la préface que ces exemples viennent de ce qu'il entend dans un cours des collèges. Donc ce fameux latin parlé qu'on obligeait les enfants à parler, ça pouvait donner, regardez les 2 premières lignes en italique, là, Visum fuit mei bonum quodergo facerem tilis circire hoc. Je n'ai pas besoin de traduire parce qu'il y a le français dessous, mais c'est tellement français si vous voulez. Visum fuit mei bonum quodergo facerem tilis circire hoc. C'est du latin, mais c'est du français. Et après, vous voyez qu'en caractère droit, il met les formules qui sont les bonnes formules qu'on doit employer. Putawi et adhéré, c'est la double. Là, tout de suite, effectivement, on a changé de catégorie. On n'est plus dans le même latin, on est dans le latin cicéronien. D'ailleurs, c'est ce qu'il vous dit à la fin. Il y a donc, on travaille là aussi la variatio et la copia, puisque vous avez en fait la même façon de dire la chose. C'est tout une fois là. Vous voyez qu'il m'a semblé bon de se faire omnia ex cicérone, c'est estampillé, bon latin. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que de ce texte, enfin de cet anti-barbarus, il y a Gordier redonne une édition 10 ans après, 1550, en précisant, et il enlève, dans la 2e édition, il enlève le premier italique là, enfin il enlève le latin. Entre guillemets, mauvais latin. Il l'enlève parce qu'il explique dans la préface que ses collègues lui ont fait remarquer que ça ne servait strictement à rien ce truc parce que les gamins ne lisaient que ce qui était et n'utilisaient que effectivement la partie à l'italique qu'il ne fallait pas utiliser. Que en fait les élèves ne lisaient que ça et ne retenaient que ça. Donc effectivement. Voilà, écrire ça valide et c'est inconnu, c'est une valeur de la pédagogie, on n'écrit jamais une faute au tableau. Donc là, oublié. Alors, on a effectivement des apprentissages qui se veulent immersifs, mais quand je vous disais, c'est des apprentissages qui sont autant que possible immersifs avec des moyens du moment. Mais on a forcément du renvoi. Le référentiel est forcément un référentiel particulier dans les petites classes. Et vous allez voir que pourquoi c'est si compliqué finalement. Surtout par rapport nous à nos habitudes. On va juste prendre l'exemple que vous avez. Alors, sur la première page. Je vous ai mis un extrait. Vous allez voir comment ça marche. Je vous ai mis un extrait d'une grammaire. Alors, c'est l'édition 1542, mais la grammaire a été publiée pour la première fois en 1533, chez Étienne. C'est
Cette grammaire, c'est la traduction par Georges Buchanan en latin. Donc une grammaire entièrement latine. Vous allez voir, pas tout à fait entièrement, mais normalement entièrement latine. Pour sa propre pratique au collège à Paris, pour ses propres élèves, donc, il traduit la grammaire de Linacre, c'est-à-dire d'un anglais, la grammaire qui c'est le Rudimenta Grammaticae de Linacre. Et les Rudimenta Grammaticae de Linacre étaient un texte qui était à destination de la reine d'Angleterre et qui était donc destiné à une femme pour qu'elle apprenne le latin, qu'elle sache la grammaire latine. Et donc, les Rudimenta de Linacre, la version originale, est en anglais. C'est une grammaire en anglais pour apprendre le latin. Quand on bascule effectivement au collège en France, Buchanan va traduire l'anglais en latin pour faire une grammaire latine en latin. Pour justement, pour répondre aux critères, j'allais dire, des collèges européens globalement et de l'enseignement à destination notamment des garçons. Une pédagogie, on apprend le latin par le latin, aussi parce qu'on reste quand même dans l'idée, on apprend une langue grammaticale par une langue grammaticale. On parle pareil la même. Alors, c'est une grammaire qui a le côté traditionnel. Il y a beaucoup de... je vous en reparlerai de ça. C'est des grammaires qui sont beaucoup orientées sur la morphologie, donc avec la nécessité de la mémorisation. Quand on entre dans la syntaxe de la phrase, ce que nous appelons la syntaxe de la phrase complexe, on n'a quasiment rien, si ce n'est effectivement des descriptions qu'il faut apprendre par cœur. Là aussi, on apprend par la mémorisation. Mais on a des tentatives de description, d'explication, on va dire, quand on est sur la partie de ce que nous on appellerait la syntaxe des cas. Mais vous allez voir que c'est pas si facile. Je vous ai pris un exemple parmi d'autres. Donc on est dans une je veux savoir quel complément on met après le verbe passif. Complément après le verbe passif. Et c'est une grammaire qui reprend très traditionnellement le système de questions-réponses, une grammaire qui fonctionne traditionnellement. Alors là aussi, il faut m'arrêter si ça ne va plus, mais on va essayer. L'aedor agoste, donc ça c'est l'exemple. Je suis blessée par l'aedor agoste. Cours, ablatius cum praepositionne, subjunctitur verbo laedor. Vous voyez que tout de suite on entre dans un latin qui devient un latin technique. On est vite dans un latin technique. Donc, pourquoi est-ce qu'on subjunctitur alors subjunctitur, c'est important. C'est pas là, c'est subjunctitur, ça veut dire que c'est après. Pourquoi on pose après l'ablatif avec la préposition après le verbe laedor. Quia. Là on se dit c'est bien. on va voir la règle. Quia verba passiva primi aut secundi generis. Donc les verbes passifs de du premier ou deuxième genre, c'est pas tout à fait la première et deuxième conjugaison, on va passer là-dessus. Abant antece, nominativum dictionis significantis rempatientem. Là, je vous sors tout de suite. Voilà. Donc, les verbes passifs ont antecé. Ça vous pouvez là. Avant eux. Nominativum. Le nominatif, dictionis du mot, significantis, qui signifie rempatientem. La chose qui subit. La chose subit. Donc, ce qu'on peut appeler l'objet. La chose subit. Vous voyez que l'objet, déjà, nous, si on traduit l'objet, on est déjà dans une traduction qui est une traduction avec des codes modernes, avec des codifications, des classifications modernes. La chose qui sympathie.
Alors, avant, ils ont ça. Avant, ils ont le nominatif. C'est une manière de dire que le sujet, c'est... Enfin, que le sujet est l'objet, en fait. Post-vero, abentivum, donc post-vero, il faut comprendre abent post-se, mais post-vero, donc mais après, donc après eux, ils ont abent, abentivum dictionis significatif remagentem. Donc remagentem, remagentem. Cum una arum prépositionnem a ou et as. Une des trois formes de la préposition. Alors, certes, mais si on prend les choses par là, l'explication, ça n'est pas une. La question est pourquoi on a l'ablatif avec ab après le passif, et on vous répond parce qu'il y a de la chose, il y a le nominatif de l'objet, et qu'après le verbe, il y a ab et l'ablatif. C'est ça ce que tu es en train de vous dire. Ça vous dit, après le verbe, il y a ab et l'ablatif. Alors, on va quand même ajouter une explication. On arrive après à une explication. C'est là où on est là. Res agens. Donc, l'agent. Et là, vous voyez que là aussi, je traduis l'agent parce que pour nous, c'est une catégorie. Intelligitur se comprend quoi est in sermone vernaculo sequitur notam genitivi casus. À mon avis, là, si on s'arrête là, c'est plus très clair. Donc l'agent se comprend comme ce qui, in sermone vernaculo, dans la langue vernaculaire, sequitur suit, notam genitivi, donc notam genitivi casus, la marque du génitif. Out, Dieu merci, il y a un exemple. Je suis enseigné du maître. Problème de description conceptuelle. Qu'est-ce que c'est la notam genitivi casus? C'est une question, c'est une vraie question que je vous pose là. C'est le tu. C'est le tu. Voilà. La notam genitivi casus, parce qu'on est bien obligé de le dire comme ça. Comment vous voulez décrire en français cette préposition qui par ailleurs est en général le livre du maître, est en général employé pour marquer non pas un cas, non pas ce que nous appelons un cas, mais ce que nous appelons une fonction qui correspond à un cas qui est le génitif. Donc la marque du génitif en français, c'est la préposition qui introduit le complément de nom qui est la fonction qui correspond au génitif. Et oui, vous apprenez comme ça. Mais donc, je suis enseignée du maître, ok, la marque du génitif. Sauf que quand on repasse au latin, ego docea, après captore. Ager seritur a camino. Et en plus, là, le de n'a pas la fonction de suivant. Non, mais c'est complément d'agent. Ben oui, mais justement. Alors, le problème c'est que malheureusement, non, justement. Pour vous c'est artificiel, pour nous ça peut paraître artificiel, parce que nous avons appris avec des catégories linguistiques qui font la différence. Ça n'est pas artificiel, c'est totalement pragmatique, au contraire. Parce qu'il n'y avait pas encore de grammaire pour les langues vulgaires. C'est totalement pragmatique. C'est-à-dire que c'est des questions de colinguisme, ce que moi j'appelle du colinguisme d'apprentissage. Il y a d'autres textes que je ne vous ai pas mis là, où par exemple on voit, il y a la déclinaison. Dominus, le maître, domini génitif, du maître, et on apprend comme ça, c'est-à-dire qu'on apprend domini égale du maître, domino datif au maître, et donc effectivement la marque du datif c'est A, et la marque du génitif c'est 2. C'est-à-dire que c'est pas justement c'est pas artificiel parce que c'est pas conceptuel du tout, c'est totalement pragmatique. Pour eux, la marque de la bêtise, c'est bien raison, parce que la bêtise, c'est tellement
Ça, l'ablatif en français, c'est parce que le coup, l'ablatif en français. Oui, alors il n'y a pas de marque, enfin il peut y avoir une marque de l'ablatif qui peut aussi être deux. Mais qui est aussi avec, qui est aussi, mais qui peut aussi être deux au sens de. Donc formacum libitur ab Alexandro, déjà un bon exemple, et ferre ablativus qui sequitur verba passiva. Donc l'ablatif, donc presque l'ablatif qui suit le verbe passif. Process verti, nudativum casu. Ça peut effectivement se tourner par l'ablatif, ut aborate activus. Et de fait, vous allez chercher dans une grammaire latine actuelle, on vous explique que dans quelques cas, quand il s'agit d'un pronom personnel, le complément d'agent peut être formulé au datif, plutôt en poésie, et avec des participes, et uniquement si l'agent en question c'est un pronom personnel. Tous ces détails, vous ne les avez pas, mais on voit là justement vraiment la question pragmatique. On apprend en référant comme on peut, parce que la nota genitiva du français c'est du, mais j'ai fait la comparaison avec la version anglaise de la grammaire de Linacre. Linacre parle de sign. Lui, il ne parle pas de marque du génitif, il dit simplement the sign of, qui marque effectivement le génitif. Et parce que of, de, et donc là, on retrouve effectivement la nécessité de s'appuyer sur un référent qui est un référent vernaculaire de l'enfant, parce que sinon on ne peut pas. Et voilà les difficultés, voilà le mode d'apprentissage qui suppose, vous comprenez bien pourquoi, qu'on essaie de faire passer par de la pédagogie par immersion, parce que la pédagogie immersive a quand même cette vertu que la manipulation devient, la manipulation répétée, ça devient mécanique, ça devient habitude, mais quand même, alors pour nous c'est très loin ces modes-là, puisqu'on conceptualise. Imaginez-vous lire du Virgile et même du Cicéron assez vite comme ça. Je veux dire, ces enfants devaient être quelque part dans une espèce de brouillard de on retrouve quelquefois avec des étudiants. Oui, c'est ça. Voilà. Mais parce que, mais pour les Français. Mais voilà, pour les mêmes raisons, parce que la conceptualisation justement ne fonctionne pas. Donc on a effectivement ces difficultés. Pour ce qui est des dictionnaires, je vous en reparlerai plus. Bon, on a d'autres outils que les grammaires, on a les dictionnaires. Je vous en reparlerai là aussi de manière plus précise jeudi. Alors, disons que on a différentes étapes du dictionnaire. Dans la première partie du siècle, on a beaucoup de dictionnaires monolingues. Les monolingues latins, c'est le même principe que celui de faire apprendre le latin par le latin. Les monolingues latins, le dernier, pas gros d'ailleurs, le dernier dictionnaire, en plus c'est des gros, le dernier monolingue latin savant, c'est le Thésaurus, la dernière édition du Thésaurus Latinae Linguae de Robert Estienne en 1543. Après, il n'y a plus, j'allais dire, de dictionnaire monolingue latin construit. C'est-à-dire qu'il va y en avoir d'autres qui sont des parties, des plagiats, des réimpressions de celui-là. Les dictionnaires bilingues, dans le sens latin vernaculaire, on en a assez, on en a vite. Le premier étant Nebrira 1492 entre le latin et l'espagnol. Mais ce sont justement des dictionnaires qui sont très vite orientés explicitement vers l'apprentissage de classe. On dit qu'on va se servir effectivement de ces dictionnaires, dont on ne sait pas exactement justement comment ils s'en servaient, puisque
c'est blackout. L'utilisation du dictionnaire dans une classe, à quelque niveau que ce soit, n'est quasiment jamais documentée. Ni les profs, ni les enseignants, ni encore plus les journalistes après, quand ils ne disent qu'il se sert de dictionnaire. Chose qui est restée, je veux dire qu'il y a encore assez peu d'usage explicite et expliqué du dictionnaire dans une classe. Le dictionnaire, c'est quelque chose qu'on utilise à la maison. Le GAFIO, l'étudiant n'a jamais que comme il peut. Et on ne passe pas son temps non plus à utiliser le dictionnaire. Et quand on voit, au 18e, au 17e, 18e, on a quelques traités qui expliquent comment faire une traduction, il y a des choses qui sont assez étonnantes. Vous prenez le mot dans le dictionnaire, vous prenez le mot, puis vous voyez si ça va. Puis si ça ne fait pas sens, bah vous essayez autre chose. Voilà, et c'est en fait, nous sommes bien d'accord, là aussi c'est très pragmatique. Si ça ne fait pas sens, vous allez chercher autre chose. Et je vous garantis, on a des textes, moi j'ai un stock de textes dans ce genre, et j'ai effectivement des manuels de version, alors d'ailleurs c'est des manuels de version, justement, du 18e, là, celui dont je parle, c'est du 18e, où on a exactement ça qui est complètement explicite. Vous prenez le sens d'un dictionnaire, vous le transposez en français, si ça fait sens, vous touchez rien, et sinon, vous essayez autre chose. Voilà. Ça veut dire qu'il y a quand même une grande instabilité de mode d'apprentissage et de tradition. Voilà. Ça veut dire qu'on s'entend à peu près sur ce que ça peut faire sens. Oui. Aujourd'hui, il y a des situations pédagogiques qui peuvent être, c'est bien ça. Pour moi, ça fait sens. Voilà. Et d'ailleurs, nous avons tous aussi connu, c'était pas mon cas personnel, mais ça a été exactement le cas de moi, c'était plutôt pour le grec, ces situations où nous étions persuadés que tout faisait sens dans notre version, et il y en avait deux. Parce qu'effectivement, tout se tenait, mais à l'arrivée, c'était pas ça du tout. C'était l'autre texte. Alors, ces dictionnaires, et là ça rejoint effectivement ce qu'on dit, ça rejoint un petit peu les questions qu'on se posait tout à l'heure sur la question de la perception de l'historicité de la langue. Ces dictionnaires, évidemment, quand il s'agit de dictionnaires, donc je vous ai dit, on a des latins vernaculaires. Les vernaculaires latins, il faut attendre un petit peu plus. Pour le français, le premier français-latin, c'est Robert-Étienne 1539, qui est un retournement. C'est-à-dire c'est des dictionnaires qui procèdent simplement par retournement d'un dictionnaire latin-français précédent. On prend les entrées dans l'autre sens. Donc c'est le même matériel qui est retourné. Ces dictionnaires fournissent aussi, pas simplement des éléments pour traduire ou pour comprendre, mais surtout leur but premier, et les très gros dictionnaires des monolingues sont faits pour ça, fournissent des éléments pour écrire. C'est-à-dire qu'ils sont un réservoir de citations dans lequel on va puiser et dans lequel on pousse justement. Alors ça on le sait mieux pour le grec, parce que plus tardivement, mis en place plus tardivement, on a plus de témoignages de la pédagogie de l'enseignement du grec, où on sait que par exemple les maîtres disent allez chercher dans le dictionnaire, enfin utilisent le dictionnaire, notamment le très gros Thesaurus Linguae Latinae d'Henri Étienne de son fils, l'utilise comme un réservoir de citations. Ça est une sorte de recueil, on aurait un manuel de texte, en disant ça évite d'aller chercher les phrases modèles dans les auteurs, là au moins effectivement on les a. Donc ça c'est pour écrire effectivement le latin, pour faire ce qui est quand même l'exercice, ne pas oublier aussi que l'exercice de version officielle comme un exercice d'apprentissage, c'est le XVIIe siècle. Pas avant.
du moins reconnu comme tel. Bon. C'est évident qu'il devait traduire du latin vers le français pour comprendre, mais l'exercice qui est l'exercice d'apprentissage de la langue latine, c'est la lecture du texte original et la production directe en latin. On écrit directement en latin sur un thème, donc au sens italien du thème, utiliser la version comme un moyen d'apprentissage, c'est quelque chose qui ne se dit pas d'abord. Et quand ça se dit dans les classes des collèges jésuites notamment, et dans les gratuites et relativement tard, pas avant le début du XVIIe siècle. Ces dictionnaires sont structurés, la plupart d'entre eux, enfin les monolingues, il y a un grand débat entre une structuration par ordre alphabétique, qui nous paraît tellement simple, et une structuration, il y a de très très grosses résistances à cette structuration par ordre alphabétique, puisque l'ordre alphabétique c'est l'ordre des ignorants. L'ordre alphabétique c'est un ordre qui ne range rien, qui ne classe rien, c'est pas une ratio, c'est pas un ordre, c'est pas une ratio, surtout pas une ratio. L'ordre qui est l'ordre rationnel ou raisonné, selon comment vous voulez traduire, on est dans le même registre, c'est l'ordre par racine de mots. C'est l'ordre par racine de mots, avec une sorte de rêve intégral qui serait intégralement racinaire, qui n'existe pas en fait, parce que c'est pas possible à un moment ou à un autre. Mais dans les premiers dictionnaires de Calpin, qui après va devenir ce qu'on sait dans la langue moderne, c'est-à-dire exactement l'inverse de ce qu'il y a au départ, parce que Calpin, c'est comme ça, les premiers dictionnaires de Calpin, c'est Grossi-Folio. Bon. Dans les toutes premières éditions telles que Calpin a montées, il y a une concession à la rationalité, c'est-à-dire que c'est par ordre alphabétique des primitifs, mais il explique quand même que ça va être trop compliqué pour trouver les composés par préfixation. Parce qu'effectivement, si vous avez, je ne sais pas moi, EO, c'est un peu compliqué de trouver Réléos ou EO. Et donc, les composés par préfixation sont alors en place alphabétique, et les composés par suffixation sont sous le primitif. On se trouve effectivement avec un mélange de combinaisons comme ça, et c'est un peu ce que regardera effectivement Robert Estienne dans le 1543. Il tient beaucoup à ça. Il tient beaucoup, et il y a encore beaucoup de dictionnaires qui conservent cette idée qu'il y a justement une rationalité de la langue, qu'il faut donc pouvoir en rendre compte. Et que la langue n'est pas qu'une accumulation de choses dispersées, de mots dispersés qu'on peut ne ranger que par ordre alphabétique. Ou on peut puiser, parce que le problème de l'ordre alphabétique, c'est que vous pouvez puiser, si vous ne tenez pas compte des exemples qui sont donnés, et donc on va le redire, de la périodisation des exemples, si vous ne tenez pas compte de ça, dans un très gros dictionnaire, il y a des exemples sur toute la latinité, l'ordre alphabétique vous permet d'une certaine façon de faire encore ce que faisait le Moyen-Âge, c'est-à-dire de piocher partout et de tout mélanger. Et on a besoin toute cette période-là, a besoin justement de re-rationaliser la structuration de la langue en montrant qu'elle est rationnelle, justement. La langue est un ouvrage divin et donc elle est rationnelle. Elle a effectivement une portée, elle est construite. Alors, quand on pratique, ces humanistes qui pratiquent, qu'est-ce qu'on peut poser comme caractéristique très générale? Je ne reviens pas sur l'orthographe, parce que on l'a vu, et l'histoire des diphtongues, ça se trouve partout. Certains auteurs, et donc certains imprimeurs, et là on entre dans quelque chose qui est pas seulement des faits d'auteur. Il faut toujours essayer, quand vous travaillez sur le texte du 16e, du 17e, de tenir compte aussi de l'histoire du livre, de qui les a imprimés, parce que
les volontés peuvent être aussi bien celles justement de l'auteur que l'absence de volonté de l'auteur et le fait que l'imprimeur. Certains donc vont essayer de différencier, de vouloir différencier certains homonymes, notamment Kuhn, préposition, qui reste orthographié Kuhn CVM, et Kuhn, conjonction de coordination, orthographié QU. Volonté parfois de restituer des accents sur certains mots, notamment A pour kwe, accentué comme différenciation de kwae et kwe, le kwe notamment accentué comme différenciation de kwae ou kwe en critique. Alors, ces accents, c'est essentiellement des nouveautés qui apparaissent fin 15e, qui ont tendance à assez vite disparaître dans les imprimés, sauf la restriction Kuhn, qui reste encore, alors patente, au 17e, 18e, on la trouve encore. Mais, alors, rien n'est universellement fixé. C'est ça qu'il faut bien se dire que le souci est là pour vous utiliser quand on commence à lire des textes de cette période-là dans leur version originale, si je peux dire. Le souci qui est là, c'est que rien n'est vraiment fixé. Dans les graphies, il y a des habitudes qui sont des habitudes d'auteur, je vous dis des habitudes d'imprimeur. Et évidemment, la réforme, la nouveauté du XVIe siècle, qui est considérée comme, qui n'est pas acceptée par tous, c'est ce qu'on appelle la question de l'orthographe humaniste, de savoir si effectivement on va écrire, on va distinguer I semi-voyelle, I semi-consonne, U semi-voyelle, U semi-consonne, c'est-à-dire ce qu'on va distinguer UV et IJ, que l'antique ne distingue pas, et que les imprimeurs de cette période distinguent de manière très très variable, et les auteurs de manière très très variable. Comme je parle de Robert Elty, enfin après c'est une question de caractère dans les fontes. Je dis toujours que chez Étienne, il n'y a pas de J dans la fonte. Donc il écrit I systématiquement pour I ou pour J en latin, en français d'ailleurs. Enfin il écrit bien mais il y a un U et un V. Il y a un U qui sert de U, c'est-à-dire de U voyelle. Et il y a un V qui sert de U semi-consonne, mais uniquement en position initiale de mot. Et d'autres font autrement. Donc là, c'est un exercice de l'œil, plus que, j'allais dire plus que du cerveau. Ça. Pour ce qui est de la langue, lexique, néologie et sémantisme, évidemment, c'est sans domaine que la modernité la plus patente. Bon, je ne vais pas revenir sur la néologie. Peu de scripteurs de la langue latine moderne s'interdisent le néologisme. À part les cicéréliens, justement, très stricts, de la période de la bataille contre les cicéréliens, mais une fois qu'on est sorti de là, dans le 16e, 17e, donc peu de scripteurs s'interdisent le néologisme, même si le plus souvent, il s'agit de ce que j'appelle du néologisme de sens, plus souvent que de vrais néologismes de formation. Néologisme de sens, d'une certaine façon, pontifex, pour dire pape, au Moyen-Âge, c'est déjà un néologisme de sens. C'était pas dire pape au départ. Et on a ça, effectivement, praesum pour évêque. Voilà, on est sur un néologisme de sens, c'est-à-dire qu'il y a transposition d'une fonction à l'univers nouveau. Et dans l'univers de la classe, on va revenir à nos petits cordiers, aux petits étudiants de cordier, Hippodidascalus, parce que là vous n'avez pas vu. Cordier emploie par exemple Hippodidascalus pour désigner le surveillant. C'est pas vraiment le régent au collège, c'est le régent, mais c'est aussi le surveillant qui tourne dans la cour et qui justement c'est celui qui voilà, cherche ceux qui parlent français dans les coins. Et Hippodidascalus, moi je me suis dit, bon, en fait, c'est comme le Leguleius, voilà. Hippodidascalus, c'est quasiment un apax, mais c'est un apax hétérodien. Et ça veut effectivement dire le maître qui enseigne
le mettre dans les petites classes. Mais si vous regardez la dernière phrase, vous reprenez la dernière phrase du texte de tout à l'heure, le Rekitari Katalogos, Pedagogos, Yama Audio Rekitari Katalogos. Alors, perso, j'ai mis du temps avant de comprendre. On peut citer le catalogue. C'est quoi? Pourquoi il faut se dépêcher au moment où on récite les catalogues? Il faut se dépêcher d'y aller au moment où on récite la peine. Et on va se trouver la peine. C'est liste. Ben oui, cataloguise la liste, donc on lit la liste. C'est le moment où on fait l'appel, il faut se dépêcher de rentrer. Effectivement. Alors là, on voit vraiment qu'on est dans un latin qui est totalement artificiel. Alors, c'est ce que j'appelle. Il y a un certain temps, j'avais présenté une publication à Toulouse sur une journée justement sur la restitution de l'Antiquité, pile au moment où on était, la Palme d'Or du Festival de Cannes venait d'être donnée au film Entre les murs. Voilà. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est en latin intramuros. C'est en latin entre les murs, c'est-à-dire que c'est l'unique. Alors on peut appeler ça aussi du jargon, au sens étymologique du mot, c'est du jargon de collège. Mais si vous lisez ce latin-là, vous l'avez vu, Cordier est un excellent latiniste. Cordier a été celui qui a appris le latin à Calvin quand Calvin était en 4e. Donc quand même. Et puis c'est un pédagogue d'Anglade. À 80 ans, à 74 ans, il revient à Genève. Bon, il n'y avait plus d'argent, donc il y a aussi des gens qui reprennent, qui ont plus moyen de vivre, mais il reprend des classes et il dit qu'il ne veut plus avoir des grandes classes, il veut avoir que des petits parce que c'est là qu'on apprend les fondamentaux et qu'il a trop vu d'élèves en terminale, enfin l'équivalent de la terminale, qui n'avaient pas un bon latin parce qu'ils avaient mal appris. Donc il veut les débutants. Voilà, c'est vraiment un pédagogue en latin. Et son latin est un excellent latin. Excellent au sens où rien n'est. C'est irréprochable. Du point de vue de la structuration de la langue, c'est irréprochable. Quand vous disiez, je vais oublier mon latin classique, non, vous voyez, Cotanos, vous avez bien vu que plutôt que de dire je te dis volio facere tibi hoc bonum, c'est mieux de dire Putaoui, bref. Donc non, mais d'un autre côté, c'est aussi une langue totalement artificielle. Rekitari Katalogos, je suis désolée, mais Cicéron ne l'a jamais dit. Voilà. Même en tenant compte de la masse de textes qu'on a perdu, de tout ce qu'on ne connaît pas sur les textes antiques des non, voilà. Mais d'un autre côté, c'est exactement ça aussi. Alors, on a donc cette démarche du néologisme de sens. Et en fait, tout dépend du sujet, évidemment, tout dépend du sujet du type de texte. Il y a pas mal de néologismes. Alors, je vous ai mis un texte de. Il n'est pas dans celui-là, il est dans l'autre échantillé. Le dernier texte que je vous ai vu dans l'autre échantillé, c'est le texte de Piero Martino d'Angers, un Italien qui est parti vivre en Espagne, à la collaboration espagnole, et qui a écrit, alors sur le modèle théoriquement libyen, parce que ça s'appelle des détails, c'est le premier récit qu'on ait calculé en latin de la découverte de l'Amérique. À partir de témoignages divers et variés, notamment à partir des témoignages du colon et des témoignages des indigènes qui sont comment ramener. Alors, évidemment, je vous ai pris un petit passage pour vous montrer deux choses. Ce qu'on appelle, ce qu'on peut appeler le montage du néologisme de sens, si vous voulez, qui vient aussi du Moyen-Âge. Et puis, ça vous permet de passer à la question justement de la résistance de la syntaxe. Si vous regardez, donc on regarde le début. Donc, en descendant des navires, donc c'est la description d'une des fois où ils ont touché l'une des premières îles, c'est Hispaniola. Donc en descendant des navires, les notes sont reçues par le roi et par le reste des indigènes. Bon là, inavibus et descendentes, tout va bien. Nostris omnibus quibus puterant, escribant, modis assurgibant. Donc
de s'accrocher aux notes, à son par tous les moyens qu'il savait. Solema do Calvino Oriente. Donc là aussi, on est dans un latin. C'est moins aussi que Cordier. C'est un pédagogue de la même façon. Et puis on est beaucoup plus tôt aussi. On n'est pas dans la même langue, parce qu'on est plus tôt. Mais bon, on est dans un latin qui est justement correct si on veut. J'aime pas. Généralement, j'emploie pas ces termes de faute, de correction et d'incorrection de la nouvelle langue parce que ça n'a pas forcément de sens. Ils vont dire normé par rapport au latin. Donc le soleil se couche. Nostris, Genuari et Cristiano Victus Flectibus, Sagemes. Alors, dato, salutationes angelicale signo. Le moment où est donné le signe. De quoi? Le signe? De quoi? Oui, c'est dans la traduction de l'Angélus. Voilà. Le signe de l'Angélus. L'Angélus, c'est Salutatio Angelica. Voilà effectivement un cas de néologie pratique, si je puis dire. C'est le moment où on salue, voilà, c'est là où on salue le nom de l'ange. On est effectivement là dans la fabrication d'une expression en soi normée, correctement normée, où on est obligé effectivement de transposer un sens moderne. Alors, ce texte de Danguier, qui décrit des réalités complètement inconnues, c'est même pas nouvelle, enfin c'est nouvelle au sens étymologique du mot. On va se heurter, Danguier va se heurter au moment, on va le lui reprocher justement d'avoir employé ces mots-là, où il faut bien qu'il décrive des objets. C'est comme la Montbard ou le Staffa de Valla. Vous voyez le début du paragraphe suivant. Canoas autemilas, ex solo kawato autisilio lapinibus ligno, longas sanamustas construisent. Ils construisent des canoës. C'est comme l'exercice de style de Queneau. Oui, mais alors, le canoas, là, c'est le mot indien. C'est le mot indien dont, par ailleurs, il n'explique pas spécialement pour ce mot-là, mais il explique pour d'autres. On a maïs, par exemple, aussi, dans le texte. Bon, il explique qu'il y a des mots qu'il a utilisés, qui sont les mots qu'il a récupérés à partir justement de ces fameux indigènes, et puis des relevés qui ont été faits, mais surtout des indigènes qu'il est allé interroger, que Colomb a ramenés. Il est allé les voir dans leur cage, on peut dire, de ça quand même, et il est allé les interroger. Donc il y a des noms de lieux, comme Haïti, il y a des noms de choses, comme Canoas. Il prend le parti de ne pas appeler ça Nawikula, je sais pas quoi, voilà, Kimba. Il prend le parti d'appeler ça Canoas parce que les indigènes l'appellent Canoas. Alors, ce que ne font pas les indigènes, vous le remarquerez, et probablement, c'est parce que Canoas, là, ce Canoas là, la forme, mais c'est décliné. Hein, la forme est déclinée. Et effectivement, ces indigènes ne déclinent pas, ça. C'est sûr. Mais il prend le parti de garder le mot et de l'intégrer dans le système syntactique. Et ça, c'est très caractéristique. La néologie, le nouveau mot, oui. Mais il y a une résistance de la langue sur la syntaxe. Ça peut se comprendre linguistiquement. Si vous envoyez bouler la syntaxe d'une langue, ils ne comprennent plus. Généralement, c'est plus leur. Enfin, ce qui fait quand même le noyau d'une langue, c'est effectivement la construction syntactique. Alors, jusqu'à un certain point, il y a de la marge, on peut bouger certaines choses. Bon.
Mais il y a des choses qui font barrière. Notamment chez ces humanistes qui ont tendance à écrire, à vouloir écrire, j'allais dire, du entre guillemets bon latin. Il y a par exemple une chose qui passe pas, c'est justement la non-déclinaison, la non-adaptation dans la déclinaison. Donc il y a effectivement Canoas, mais il y a d'autres, il y a Maïtine. Alors, des mots comme Haïti, par exemple, ces mots en i, c'est embêtant. Ces mots qui ont un nominatif en i, c'est embêtant parce que le nominatif en i, il n'y en a pas. Et donc il fait ce qu'il peut, il en fait des troisièmes déclinaisons. Et alors, mais quand même, c'est tellement exotique que les accusatifs sont des accusatifs en in, comme des accusatifs grecs. C'est ça, et pas des accusatifs en in. Il n'y a pas Haïtem, par exemple. C'est Haïti. L'accusatif de Haïti, c'est pas Haïtem, c'est pas Haïti, c'est Haïtine. Donc on voit qu'il y a la volonté, enfin, quelque part il y a une sorte de sensibilité à vouloir marquer, démarquer, justement. Mais malgré tout, il fait des propositions. Pourquoi on a des accusatifs sur Haïti? Parce qu'il y a des propositions infinitives. Et il y a des propositions infinitives où il le décline de Haïti, parce que sinon on ne voit pas le sujet, et que si on ne voit pas le sujet, on ne voit plus la proposition infinitive. Si on a pris la proposition infinitive, il pourrait mettre quoi, vous me direz? Mais non, on garde quand même en latin de type littéraire. Et là, il y a effectivement des points de syntaxe qui résistent. Alors, il y a des points je vais peut-être finir. Voilà. Il y a des points cruciaux. Fonctionnement de la proposition infinitive. Emploi de certains subjonctifs et discours indirect qui résistent beaucoup. Il y a relativement peu de déconstruction. Donc, surtout chez les docs. C'est le latin qui est vraiment alors, il y a des écarts qui ne sont pas toujours perçus, qui sont générés par la pratique du vocabulaire et qui sont des écarts typés. On retrouve un certain nombre de fautes, j'allais dire, on va aller vite, sur les points sensibles qui sont toujours les mêmes. Alors, pour moi, il y en a trois. Je ne couvre pas toutes les possibilités, mais enfin, il y a quand même trois. L'emploi des formes verbales surcomposées au passif. Alors, ce que j'appelle les formes verbales surcomposées, c'est quelque chose qui existe déjà chez Olugel dans la langue latine tardive. Vous savez tous que l'aïdor, c'est le présent, l'aïsoussou, c'est le passif. Et que le passif, la conjugaison passive, n'est analytique avec un auxiliaire invincible que au temps du perfectum. Le problème, ce n'est pas que ceux qui ont cette méthode n'ont jamais fait la faute, c'est que quand vous écrivez l'aïsoussou, vous avez furieusement envie, parce que vous parlez le français ou l'italien, dans l'arbre première, vous avez furieusement envie de comprendre, non pas comme l'aïdor, je suis blessé, enfin, non pas que ce que voudrait dire l'aïsoussou, c'est-à-dire j'ai été blessé, mais comme un présent, parce qu'il y a le temps de l'auxiliaire. Vous n'êtes pas les seuls, rassurez-vous. Déjà, justement, au moment de. Enfin, chez Olugel, on trouve déjà chez Olugel des formes, non pas l'aïsoussou, mais l'aïsoussou fouille. Voilà, qui effectivement restitue, c'est toujours l'histoire de la perte de perception du temps passé. C'est chez Fernand, c'est le fameux, c'est la même chose en français, c'est le fameux sketch de Fernandel. Ça a eu payé. C'est la même chose. À un moment, ça a payé. C'est insuffisant pour rendre un passé, on a l'impression que c'est pas assez passé. Donc on refabrique un passé composé avec ça a payé. Voilà. C'est la même chose. Ces formes surcomposées, dans le latin, dans le néo-latin, et dans le néo-latin, vraiment plutôt fin 15e jusqu'à la fin du 16e,
comme je vous le disais, ça, c'est typiquement quelque chose qui se lisse et qui a tendance à s'éliminer dans le latin scolaire, enfin, écrit par les scolaires 17e, 18e. Parce que la norme de l'apprentissage est devenue telle qu'on revient, si vous voulez, à la norme classique. Bon. Mais il y a des textes, beaucoup de textes pour le 16e, où il est difficile de savoir, notamment chez Alberti, par exemple. Quand vous avez tout un discours au passé, ils peuvent mélanger aussi bien les deux. Aussi bien les formes de passif, voilà, clairement passif, enfin, clairement passé, bon. Mais il y a des moments où on n'est pas certain que ça ne soit pas effectivement présent. C'est très difficile parfois de faire la part. Ça peut s'interpréter aussi bien, effectivement, comme on présente que comme on passe. Alors, il y a ce noyau, si vous voulez, d'emploi de ces formes verbales. Bon. Il y a l'emploi fluctuant, il y avait une ligne tout à l'heure dans les diapos de Donatelli. L'emploi fluctuant des formes du réfléchi de troisième personne. Alors ça, le réfléchi de troisième personne, c'est souvenez-vous, c'est ce qu'on remplace strictement. Bon, vous savez, c'est pas pour rien que c'est sur ces points-là. Hein. Vous savez tous aussi que quand on fait du thème latin et quand on fait de l'inversion, la question de savoir à quoi renvoie le C au 14e sous-sol du sous-discours chez César, où on est en bas de la page et le verbe principal est là-haut. On a tous eu le même problème de lecture à un moment ou à un autre. Bien sûr, c'est un nid de faute, c'est un nid à faute. C'est un nid à faute quand on prend ça justement sous la forme du thème latin normé à vocation classique. Mais forcément, et évidemment la pratique aussi des langues vernaculaires comme le français, quand vous avez des formules, notamment avec l'adjectif possessif, il vient avec ses filles, alors là oui c'est du réfléchi, mais c'est du réfléchi si c'est les siennes, mais justement si c'est pas les siennes, dans les vernaculaires vous dites toujours il est avec ses filles, et technique latin vous dites pas forcément c'est pas le réfléchi. Là effectivement c'est aussi un point et où quelquefois j'ose dire laissez-vous porter à la lecture. C'est-à-dire, n'essayez pas forcément, si, pour le coup, comme disait l'auteur du XVIIIe siècle, ça ne fait pas sens. Sur ces formules-là, la transposition de la règle cystéonienne peut ne pas faire sens. Et dans ce cas-là, effectivement, ça ne fait pas sens pour vous, ça ne fait pas sens pour celui qui l'a écrit non plus. Et un des troisièmes points, c'est justement la question de l'emploi des subjonctifs. L'emploi quelquefois calqué sur le vernaculaire, justement, subjonctif indicatif, notamment et presque exclusivement l'emploi de l'indicatif sur la proposition subordonnée interrogative directe. Il y a un super exemple de Valdage qui est cité à l'histoire de l'art sur justement les devenirs de Rome. Roma quanta fuit, ipsa ruina. Avec un magnifique solécisme, si on pose des choses en termes justement de normes sur le fruit. Docet quanta, la chute de Rome enseigne par elle-même combien Rome a été grande. Je suis désolée, c'est une proposition interrogative indirecte, il faut se motiver. Si vous le mettez, sur le norme, il faut se motiver. On voit très bien aussi, justement, dans le Secretum de Pétrarque, par exemple, il y a des passages, Secretum est un texte qu'il a partiellement, enfin qu'il a écrit et partiellement repris, corrigé, on va dire, relu, corrigé dans certains passages. Dans le Secretum, il y a des passages où il y a des indicatifs à l'interrogatif indirect, et il y a des passages où il y a des subjonctifs à l'interrogatif indirect. Et quand il y a des subjonctifs à l'interrogatif indirect, c'est des passages, on va dire, hyper corrigés. Alors qu'effectivement, il y a des passages où il n'y a pas de subjonctif indirect.
l'interrogative directe, parce que c'est... Bon, et qu'à un moment, comme ils écrivent justement, et là on revient à la question qu'on posait de savoir qu'est-ce qui se passe dans leur cerveau, et qu'on a un peu du mal à savoir, on a vraiment beaucoup de mal à savoir, donc, ils écrivent une langue ancienne avec le filtre d'une langue moderne, exactement comme eux, effectivement, là pour le coup, nous élèves apprenants, on peut le faire. On met le solécisme de mettre un indicatif dans une interrogative indirecte, on le fait aussi effectivement en étant francophone, parce que on a l'indicatif dans l'interrogative indirecte. Alors, il y a aussi des tics d'écriture, je finirai là-dessus. L'effet de la langue apprise, justement, génère aussi des types d'écriture. C'est-à-dire qu'à certains moments, il faut montrer qu'on sait faire. Et on a effectivement des moments où il y a des tournures, alors notamment ces fameuses clausules qui sont des clausules prosodiques, qu'on explique, trouver en fin de période les clausules oratoires, les questions de nombre oratoire, et c'est idéato, que vous trouvez tomber en fin de phrase, par-ci, par-là, bon, plus ou moins modéciant parfois, mais parce que c'est un moyen de dire qu'on a fait, et qu'on sait le faire, et puis qu'on sait ce que c'est. Mais aussi, par exemple, une tournure cicéronienne qui est commencer une phrase avec un participe audatif mi cogitandi. Je me demandais, à moi qui étais en train de me aussi, et ça, effectivement, aussi, vous en trouvez un peu partout, des mi-rogitanti, des petits mi-rogitanti, mi-cogitanti, il y a comme ça aussi. C'est aussi l'effet langue apprise. Mais si on y réfléchit, c'est normal. Enfin, c'est normal et puis c'est pas étonnant. Nous faisons la même chose. Au sens où on écrit parfois, quand on apprend une langue moderne, on écrit aussi par modélisation. On a la même porosité à notre langue première, avec, vous savez bien que une partie du travail de nos collègues profs de langue moderne, c'est de traquer le gallicisme dans vos l'anglicisme dans le français et le gallicisme dans les travaux en anglais. Et puis, effectivement, il y a ce côté... on montre, en fait, la compétence se mesure aussi. La capacité à rester plurimondaine. Et on rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est aussi un manque social, c'est aussi un manque culturel. Après, il y a aussi le risque de la fausse goût, c'est-à-dire quand on aura trop montré, ou quand on aura montré quelque chose qui est justement un peu faux, pas juste, qui fait que là, effectivement, on va être repéré comme n'étant pas, ne maîtrisant pas assez bien. Mais parfois aussi, celui qui écrit, c'est pour ça que j'aime pas parler de faute dans ce domaine-là, parce qu'il n'est généralement pas conscient, si vous voulez, et on peut ne pas lui le reprocher comme une déviation par rapport à la norme. Il y a une porosité par rapport à sa pratique de langue, à son vernaculaire. Cette histoire de subjonctif, justement, c'est une langue moderne, voilà. C'est du latin, c'est bon.